Bonjour. On vous propose d'attendre peut-être quelques instants, histoire que plus de gens puissent se connecter. Et puis, on va commencer. Bon, il n'y a pas trop de mouvement au niveau des connexions, donc on va peut-être commencer à ce moment-là. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Santé au travail et maintien dans l'emploi. Alors, nous sommes ensemble pour une petite heure, sachant que donc, il y aura une présentation et ensuite, il y aura un temps dédié aux échanges, aux questions que vous pourrez vous poser. Donc, comme vous le verrez, vos micros et caméras sont coupés, donc nous ne pourrons pas interagir directement avec vous. Donc, si vous avez des questions à nous poser ou vous souhaitez nous informer de votre présence au webinaire, vous pouvez le faire avec l'onglet qui se trouve sur votre droite. Donc, il y a une partie chat et une partie questions. Donc, c'est Carole Orange, qui est modératrice aujourd'hui, qui recueillera vos questions. Soit nous répondrons en direct, soit nous y répondrons à la fin de la présentation. Sachez également que ce webinaire est enregistré pour bénéficier ensuite d'un replay. Donc, par exemple, pour les personnes qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui ou n'auraient pas pu assister à l'ensemble du webinaire. Donc, voilà. Par contre, dans le chat, nous ne verrons que vos initiales. Donc, cela permet de préserver l'anonymat. Alors, nous serons deux intervenantes aujourd'hui. Donc, le docteur Yolande Sapin. Bonjour. Et puis moi-même, Virginie Berthelot, je suis ergonome psychologue du travail et également responsable du pôle prévention à la ISMT 36. Donc, Carole Orange sera notre modératrice aujourd'hui. Bonjour. Elle va gérer le chat et les questions. Voilà, alors nous sommes trois présentes aujourd'hui, mais sachez que ce webinaire est le fruit d'un travail collectif, donc d'un groupe que nous avons au sein de la ISMT, un groupe pluridisciplinaire, donc qui associe les médecins, des infirmières santé au travail, l'assistante sociale, donc moi-même, et puis nous sommes épaulés par nos documentalistes. Alors, pourquoi le sujet du maintien dans l'emploi ? Eh bien, car c'est un enjeu majeur aujourd'hui au sein des entreprises. Et en tant que service de santé au travail, la prévention, la désinsertion professionnelle fait partie intégrante de nos missions. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'une part de rappeler un petit peu les notions de handicap, ce qui se cache derrière, mais pas que. Quand on fait du maintien dans l'emploi, il n'y a pas que les personnes reconnues travailleurs handicapés qui sont concernées. Nous allons également vous présenter l'équipe pluridisciplinaire de la ISMT qui intervient dans le cadre du maintien. Et enfin, nous vous proposerons un petit cas concret pour illustrer un parcours de maintien dans l'emploi. Donc, je vous propose de commencer. Et donc, je vais afficher la présentation et puis je vais laisser la parole à ma collègue, donc le docteur Sapin. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par quelques rappels sur le handicap et la personne handicapée et le maintien dans l'emploi. La définition du travailleur handicapé est inscrite dans le Code du travail depuis mai 2008 et donc est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Il existe donc plusieurs types de handicap. Les déficiences sensorielles, qui sont essentiellement auditives, pouvant aller de la surdité légère à la surdité profonde, visuelles, pouvant aller de la baisse d'acuité visuelle à la cécité. Les déficiences motrices, qui sont probablement celles auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés, comme les lombalgies, les TMS, les paralysies, les amputations, et qui entraînent une perte de mobilité d'une ou plusieurs articulations. Les déficiences intellectuelles ou retards mentaux, qui entraînent des difficultés de compréhension et une lenteur d'exécution. Les déficiences psychiques ou maladies psychiques, comme la dépression, la bipolarité, les addictions, les phobies, qui entraînent plutôt des difficultés relationnelles.
et toutes les maladies invalidantes comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, l'épilepsie qui peuvent entraîner une restriction d'activité. Il est important de savoir que 80% des handicaps sont non visibles et que 85% d'entre eux sont acquis au cours de la vie. En plus du travailleur handicapé reconnu par la MDPH, sont aussi considérés comme travailleurs handicapés toutes les personnes bénéficiaires d'une rente d'invalidité de l'assurance maladie, qu'elle soit de première ou deuxième catégorie, les victimes d'AT-MP, accident du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% et qui sont titulaires d'une rente de la sécurité sociale, les titulaires de l'allocation adulte handicapé, encore que maintenant ce soit moins le cas puisqu'on étudie systématiquement la reconnaissance travailleur handicapé avec l'allocation adulte handicapé, les titulaires de la carte mobilité inclusion mention invalidité délivrée par la MDPH et les titulaires d'une pension d'invalidité de guerre et les pensionnés de guerre et assimilés. À savoir qu'il faut bien expliquer aux gens parce que souvent ils confondent l'invalidité de la Sécu et l'invalidité de la MDPH qui sont vraiment deux choses complètement différentes et qui sont sur deux chemins parallèles mais qui ne se croisent pas toujours. Depuis janvier 2020, toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit déclarer ses travailleurs handicapés, mais seules celles de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi de 6% de leur effectif. Elles peuvent répondre à cette obligation soit en recrutant directement des salariés handicapés, soit en sous-traitant au secteur protégé ou adapté, par exemple pour l'entretien des espaces verts ou l'entretien du linge, soit en accueillant des personnes handicapées au titre d'un stage ou d'une période de mise en situation en milieu professionnel, soit en concluant des accords de branche ou d'établissement portant sur l'emploi des travailleurs handicapés, ou soit en versant une contribution à la GFIP. La reconnaissance travailleur handicapé s'obtient auprès de la MDPH. C'est le salarié qui doit en faire la demande et la notification lui est personnelle. Il n'est pas obligé d'en tenir informé son employeur, ni même d'ailleurs des fois le médecin du travail. Elle peut concerner tous les salariés dont les possibilités de conserver ou d'obtenir un emploi sont réduites du fait d'un problème de santé. La demande doit se faire le plus tôt possible afin d'anticiper et faciliter le maintien dans l'emploi. Le médecin du travail ou l'infirmière peuvent aider votre salarié dans cette démarche, y compris pendant son arrêt de travail dans le cadre de la visite de reprise ou d'une visite à la demande, mais aussi lors d'une visite périodique. Cela permet au médecin ou à l'infirmière d'orienter le salarié vers l'assistante sociale qui pourra éventuellement les aider à remplir leur dossier, car ce n'est pas toujours simple à faire. Et pourquoi faire cette demande de reconnaissance travailleur handicapé? Afin d'anticiper le maintien et ou le retour à l'emploi et ou une éventuelle reconversion professionnelle. Le maintien dans l'emploi concerne toute personne dont l'altération de l'état de santé risque d'avoir un impact dans l'exercice de son activité professionnelle. Il fait donc partie des missions du service de santé au travail puisqu'il est aussi inscrit dans le Code du travail. Les services de santé au travail conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. L'AISMT est engagée dans différentes actions de lutte contre la désinsertion professionnelle, que ce soit en interne, comme vous l'a dit Virginie, par la création d'un groupe qui réunit des médecins, des infirmières, une ergonome et notre assistante sociale et qui existe depuis déjà plusieurs années et qui initie des actions autour du maintien en emploi. Ce sont des études de situation concrètes, la création d'un annuaire des partenaires, la création d'un onglet dédié sur notre site et la création de plaquettes. Nous intervenons aussi au niveau départemental où nous participons aux cellules de désinsertion professionnelle de la CARSAT, au plan local d'insertion des travailleurs handicapés, au plan à la Semaine européenne pour l'emploi des travailleurs handicapés, ainsi qu'au dispositif d'emploi accompagné.
Nous intervenons aussi au niveau régional en participant au plan régional d'insertion des travailleurs handicapés et à l'Observatoire du maintien dans l'emploi. Je repasse la parole à Virginie qui va vous présenter notre équipe pluridisciplinaire et ses différentes missions dans le cadre du maintien dans l'emploi. Voilà un petit peu notre structuration. Donc effectivement, le médecin du travail n'est plus seul avec sa secrétaire, mais il a toute une équipe qui gravite autour de lui et qui va l'accompagner, le seconder dans ses missions. Donc cette équipe, donc il y a les infirmières en santé au travail, les assistantes techniques en santé au travail, les secrétaires médicales, l'assistante sociale, le pôle prévention et d'autres intervenants qu'on va vous présenter ultérieurement. Donc, en fonction de la problématique rencontrée, il va pouvoir solliciter ces différentes ressources. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des missions de chacun. On va commencer par le médecin du travail. Donc, le médecin du travail, c'est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel. Donc, il a beaucoup de missions. La principale que je pense que vous connaissez tous, c'est le suivi médical des salariés, donc notamment avec les visites médicales ou les examens complémentaires. Mais il a également des actions, il réalise également des actions au milieu de travail, c'est-à-dire en entreprise. Par exemple, ça peut être des études de poste, la rédaction de la fiche d'entreprise, des visites de l'entreprise. Il peut également donner des conseils assez généraux, il peut participer au C2SCT, etc. Et il contribue au maintien dans l'emploi des salariés et à la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, un petit rappel ou une petite précision par rapport aux préconisations d'aménagement du poste de travail, puisqu'il y a eu en 2017 une réforme de la santé au travail qui vient préciser les modalités d'aménagement dont peuvent bénéficier les salariés qui viennent en consultation médicale. Donc là, on vous a cité le Code du travail. C'est-à-dire que le médecin du travail, il peut proposer, donc ça se fait par écrit, après échange avec le salarié et l'employeur, il peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, que ce soit l'adaptation ou la transformation du poste de travail, ou des mesures d'aménagement du temps de travail. Donc, tout cela sera justifié par les constatations, les considérations qu'il aura notées lors des visites, notamment concernant l'âge, l'état physique et mental du salarié, etc. Les risques auxquels il est exposé, et ainsi de suite. Ensuite, les infirmières en santé au travail. Donc, ces infirmières, elles viennent épauler le médecin du travail dans son activité médicale, mais également dans son activité en entreprise. Alors, en effet, elles vont contribuer à la surveillance médicale des salariés, donc grâce aux visites d'information et de prévention et des entretiens en santé au travail. Elles vont pouvoir informer et sensibiliser les salariés quant aux risques liés à leur métier, ou plus précisément leur poste de travail ou dans l'entreprise auquel ils appartiennent. Elle va pouvoir également leur délivrer des conseils de prévention adaptés. Elle peut également alerter le médecin du travail sur des situations qui nécessitent son expertise médicale. C'est-à-dire, par exemple, si elle détecte une pathologie, un problème de santé ou de difficultés dans son travail lors d'une visite d'un salarié, elle peut réorienter le salarié vers le médecin du travail en conséquence. Elle intervient également en entreprise pour réaliser des actions comme le médecin du travail, des fiches d'entreprise, des études de poste. Elle participe également au C2SCT et elles peuvent également participer, faire des informations collectives en matière de santé et sécurité au travail, également des actions de prévention et d'éducation à la santé, toujours au travail. Et bien sûr, elle contribue également à la réalisation d'actions visant le maintien dans l'emploi, au même titre que le médecin du travail et les membres de l'équipe pluridisciplinaire. Ensuite, les secrétaires médicales et assistantes techniques en santé au travail. Alors, l'assistante, c'est le premier interlocuteur de l'équipe médicale. Elle connaît les contraintes des entreprises et elle va effectuer d'une part des tâches administratives, comme par exemple la gestion des rendez-vous, des convocations, etc. L'accueil physique et téléphonique, que ce soit les employeurs ou les salariés. Elle renseigne également les employeurs et les salariés. Donc, elle va assurer le lien, en fait, entre l'entreprise, le salarié et le médecin, ou l'infirmière, bien sûr. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, certaines secrétaires sont formées en tant qu'assistantes techniques en santé au travail. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir effectuer des interventions en entreprise, effectuer un travail un peu plus technique, comme par exemple le repérage des risques, la rédaction de la fiche d'entreprise. Elles peuvent également étudier des postes de travail ou donner des conseils pour élaborer le document unique. Dans l'équipe pluridisciplinaire, il y a également le pôle prévention. Donc, le pôle prévention va venir apporter un appui technique aux médecins du travail, un appui spécifique en fonction de la problématique rencontrée.
Donc, l'intervenant du pôle va réaliser un diagnostic de la situation qui pose problème et il va ensuite apporter des préconisations ainsi que des actions de prévention à envisager pour corriger le problème. Nous pouvons également intervenir en amont, ce qui est encore mieux, dès la conception d'un poste de travail, d'un espace, d'un poste, etc., ce qui va permettre de prévenir les risques à la source et d'éviter ensuite des interventions correctives, qui peuvent être aussi coûteuses. Alors, il faut savoir que le pôle prévention intervient à la demande du médecin du travail, ça c'est important, et donc nos interventions sont comprises dans la cotisation annuelle, donc il n'y a pas de surcoût lié à notre intervention en entreprise. Alors, à l'ISMT, le pôle prévention se compose de 2 ergonomes et psychologues du travail, un hygiéniste du travail chimiste et une assistante technique. Alors, sans rentrer vraiment dans le détail des missions, mais leur principal, donc pour les ergonomes, il s'agit d'étudier les postes de travail. Nous intervenons dans le cadre de conception de postes de travail, de lignes, voire de locaux d'une manière générale. Nous pouvons également proposer des aménagements de postes après avoir dressé un constat. Nous intervenons bien sûr dans le domaine du maintien dans l'emploi avec par exemple des interventions dans le cadre des troubles musculo-squelettiques. Ça peut être également sur un stade de pathologie plus avancé où on va pouvoir préconiser du matériel adapté par exemple. Nous intervenons également dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. L'hygiéniste du travail réalise également des études de poste en fonction de la problématique demandée. Il va également effectuer de la métrologie, donc ce sont des mesures de l'ambiance physique de travail, que ce soit de l'ambiance sonore, de l'ambiance lumineuse, des vibrations. Il intervient également sur le domaine du risque chimique. Alors, on a indiqué l'aide à la substitution, mais c'est beaucoup plus large. Ça peut être du repérage, de l'analyse de fiches de données de sécurité, etc. Et du conseil, bien sûr, dans le cas d'un risque chimique. Et il conseille également dans l'élaboration du document unique. Ça, on fait un petit peu toute l'équipe. Enfin, l'assistante technique étudie également les postes de travail, réalise également de la métrologie, comme l'hygiéniste. Elle peut également accompagner les entreprises dans la réalisation du document unique. Et puis, elle contribue au repérage des risques et à la rédaction de la fiche d'entreprise. Voilà pour le pôle prévention. Donc ensuite, depuis 2018, nous avons une assistante sociale qui travaille chez nous, donc Madame Séraph. Donc elle propose un accompagnement pour toutes les problématiques liées au travail. Elle va avoir une approche globale des situations. Elle va collaborer avec les salariés en vue de leur maintien dans l'emploi et de leur accès aux droits. Elle a 3 principales missions. La première, c'est de les informer, ces salariés, donc sur leur accès aux droits, leur droit à la retraite ou dans le cas d'une attitude aussi. Elle peut également les orienter dans le cadre d'une aide à la reconversion. Elle les accompagne également dans leur démarche administrative, sociale ou professionnelle. Donc, comme le donnait tout à l'heure l'exemple du docteur Sapin pour le remplissage du dossier RQTH, qui est effectivement assez complet, complexe. Et puis, elle va également, donc toujours dans le cadre du maintien dans l'emploi, pouvoir orienter les salariés vers des partenaires spécifiques selon la situation qu'elle aura évaluée. Donc, bien sûr, l'assistante sociale travaille en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de la ISMT, mais également avec les partenaires externes comme la CPAM ou la CARSAT, la MDPH, le Cap Emploi et le conseil départemental. Il y en a bien d'autres. Alors, nous avons également d'autres intervenants qui contribuent à cette action, à cette mission de maintien dans l'emploi. Donc, un médecin qui est formé en psychologie du travail. Donc, elle va, au travers de ces entretiens, donc ce sont des consultations individuelles, donc au travers de ces consultations, elle va pouvoir évaluer les situations individuelles de souffrance au travail. Elle a une mission de prévention et pas de soins. Ça, c'est important puisqu'il n'y a pas de suivi au long cours. Donc, en général, il y a 1 voire 2 entretiens, le deuxième servant généralement à faire le point sur les démarches qui ont été réalisées par la personne suite au premier rendez-vous. Voilà, mais il n'y a pas de suivi au long cours. Et donc, dans ce cas, le salarié est orienté par son médecin du travail. Et nous avons également, depuis quelques mois, des consultations en addictologie qui sont réalisées par une infirmière qui est spécialisée dans le domaine. Donc, l'objectif de ces consultations, c'est d'échanger avec le salarié concernant sa problématique d'addiction, l'orienter, l'aider et le faire avancer dans une démarche de soins.
Donc voilà, donc une équipe pluridisciplinaire qui s'agrandit et qui est bien fournie et qui va pouvoir épauler le médecin du travail. Donc je vais repasser la parole au docteur Sapin pour vous exposer les différents types de visites. Alors, le salarié est suivi par le service de santé au travail tout au long de son parcours professionnel avec certaines visites obligatoires et d'autres non obligatoires. Il faut savoir qu'en préambule, l'employeur doit classer les salariés en trois catégories. En surveillance individuelle renforcée pour les salariés exposés à certains risques comme le plomb, l'amiante, les agents biologiques, les CMR. La liste est à disposition sur notre site. Ensuite, les salariés en surveillance individuelle adaptée, que sont les mineurs, les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et les femmes enceintes. Et enfin, en surveillance individuelle générale pour tous les autres salariés. Donc, la première visite obligatoire, eh bien, c'est la visite d'embauche qui doit se faire avant l'embauche pour les salariés en CIR et qui donne lieu à un avis médical d'aptitude, ainsi que pour les mineurs, les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit et qui donne lieu à une visite initiale d'information et de prévention. Cette visite doit se faire au plus tard 2 mois après l'embauche pour les apprentis et au plus tard 3 mois après l'embauche pour tous les autres salariés. Bien sûr, ensuite se met en place le suivi périodique avec une visite à 2 ans pour les salariés en surveillance individuelle renforcée, avec une surveillance à 3 ans pour les salariés en suivi individuel adapté et un suivi à 5 ans pour les salariés en suivi individuel général. Il faut savoir que le médecin ou l'infirmière peuvent modifier la périodicité de ces visites s'ils estiment que le salarié doit être revu soit plus tôt, soit plus souvent, en fonction, par exemple, d'une problématique de santé ou liée à l'âge du salarié. Quand les salariés vieillissants, il arrive souvent qu'on les reconvoque plus souvent que tous les 5 ans, par exemple. Et la dernière visite obligatoire, c'est la visite de reprise, qui doit s'effectuer après un arrêt de travail d'au moins 30 jours, après un arrêt de travail pour maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt, et après un congé maternité ou congé parental. Cette visite de reprise, c'est l'employeur qui la demande et elle doit se faire au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise. Et elle a pour but de vérifier la compatibilité du poste avec l'état de santé du salarié. Et il y a aussi donc les visites non obligatoires, que sont la visite occasionnelle à la demande, qui peut se faire à tout moment du parcours professionnel. Elle peut se faire à la demande de l'employeur, mais celui-ci doit en expliquer le motif au médecin du travail et aux salariés. Elle peut se faire aussi à la demande du salarié. L'employeur ne peut pas s'y opposer et il peut aussi ne pas en être informé. Et cette visite peut se faire aussi à la demande du médecin du travail s'il estime qu'il veut revoir un salarié quelques mois plus tard. Et ce peut être aussi une réorientation faite par l'infirmière de santé au travail. Et enfin, il y a la fameuse visite de pré-reprise qui a lieu de toute façon pendant l'arrêt de travail et qui est souvent recommandée si l'arrêt de travail est supérieur à 3 mois. Cette visite se fait à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil ou du salarié. Elle a pour but d'étudier la reprise au poste de la personne dans les meilleures conditions possibles. C'est par exemple à ce moment-là qu'on va contacter l'employeur, avec l'accord du salarié bien sûr, afin de préconiser éventuellement une étude de poste qui pourra être faite par notre ergonome ou par Cap Emploi si la personne est déjà reconnue travailleur handicapé, afin de mettre en place des aménagements qui seront soit des aides techniques, soit des adaptations d'horaires, enfin tout un tas de dispositifs qui peuvent exister. C'est lors de cette visite de pré-reprise aussi qu'on peut conseiller aux salariés de faire une reconnaissance de travailleur handicapé en l'orientant vers notre assistante sociale. Et c'est aussi au moment de cette visite de pré-reprise qu'on peut commencer à envisager une reconversion professionnelle et de parler aux salariés de réfléchir un peu à un autre travail si une inaptitude est à prévoir. Et je repasse la parole à Virginie qui va parler des différents partenaires externes qui nous aident dans nos missions.
Voilà, effectivement, la ICMT n'est pas seule à travailler sur le maintien dans l'emploi. Donc, il y a de nombreux partenaires extérieurs qui ont des champs de compétences complémentaires. Donc ici, on vous a présenté un petit schéma qui est disponible sur une plaquette que nous avons réalisée à la ISMT, donc qui est disponible sur notre site internet. D'ailleurs, si vous voulez y aller, il y a pas, enfin, voilà, vous pourrez trouver pas mal d'informations. Donc, il y a un petit onglet dédié au maintien dans l'emploi et vous y retrouverez notamment cette plaquette. Donc là, on a cité les principaux acteurs du maintien dans l'emploi. Il y en a d'autres. Le salarié est au centre de tout ce dispositif, c'est l'acteur principal. L'employeur également est un acteur très important, donc il était important de le noter. Donc vous verrez les différents partenaires, donc la ISMT, la MDPH, le médecin traitant, donc Cap Emploi, la CARSAT et la CPAM. Chacun a des missions différentes et va pouvoir intervenir à différents moments pour ce maintien dans l'emploi. Là, on vous laissera prendre connaissance de tout cela sur le document. Il faut savoir qu'à tout moment, ces partenaires peuvent échanger entre eux et peuvent orienter le salarié vers l'un d'eux en fonction de la problématique qui aura été identifiée. Donc, on fonctionne au réseau, on se rencontre assez régulièrement, donc ce qui nous permet aussi de pouvoir échanger sur certaines situations et trouver des pistes de maintien dans l'emploi. Il nous semblait également important de vous faire part de certains dispositifs qui existent, des aides financières à destination des personnes ayant la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, dispositif de la GFIP, donc est une association chargée du soutien et du développement de l'emploi des personnes handicapées. Donc, il existe différentes sortes d'aides qui peuvent être attribuées aussi à différentes personnes. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail ici, sur cette slide. Donc, les premières aides qu'on vous a affichées, ce sont des aides à l'employeur. Donc, ce sont des aides, par exemple, à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi des salariés. Donc, celle-ci, par exemple, qu'on vous a citée, c'est une aide d'urgence de 2 000 € qui peut être prescrite par Cap Emploi. L'idée, c'est de pouvoir faire des aménagements assez rapidement au poste du salarié pour envisager une reprise assez rapide, et puis ce qui permet peut-être de pouvoir anticiper d'autres demandes d'aide à plus ou moins long terme. Il y a également des aides à l'adaptation des postes de travail, des aides à la reconnaissance de la lourdeur des handicaps, des aides à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées, et également des aides à la formation dans le cadre du maintien dans l'emploi. Il y a également des aides aux salariés, donc des aides par exemple au déplacement, par exemple pour l'aménagement de véhicules personnels ou la prise en charge des coûts de transport, par exemple si le salarié doit venir au travail en taxi. Il y a également une aide au financement de prothèses auditives. Et la GFIP propose également des aides diverses, comme par exemple des prestations d'appui spécifiques qui vont faire intervenir des prestataires spécialisés en fonction du type de handicap. Ça peut être également des interventions de prestataires extérieurs pour réaliser des études ergonomiques, etc. Donc là, ce sont vraiment des exemples. Et puis, n'hésitez pas à vous orienter, soit aller voir sur le site de la GFIP, soit vous orienter vers Cap Emploi pour avoir plus d'informations sur ces aides. Alors, il nous semblait aussi important, au travers de ce webinaire, de vous illustrer tout ce discours par une situation de maintien dans l'emploi. Donc, avant de rentrer dans cette situation, il nous semble intéressant de rappeler les différentes étapes du maintien dans l'emploi. Donc, il y en a 5. La première étape, c'est la détection. Donc, cette détection va consister à identifier les problématiques de santé du salarié, qu'elles soient en cours ou prévisibles. C'est vrai que la notion d'anticipation est très importante dans le cadre du maintien dans l'emploi. Pas toujours le plus facile, mais c'est vrai que plus on détecte rapidement, plus on peut agir au plus tôt. Donc, comment on peut détecter? Ça peut être par exemple au travers des arrêts de travail, qu'ils soient fréquents ou longs. Tout dépend de la situation. Des choses que peuvent dire le salarié également à son employeur ou lors des visites médicales. Ensuite, il y a une phase d'analyse où là, il y a rencontre du médecin du travail, éventuellement l'étude ergonomique du poste qui est réalisée. Mais en tout cas, il y aura une recherche de propositions et de solutions pour maintenir le salarié dans l'emploi. Troisième étape, donc décision. Là, il y en a plusieurs. Donc, il peut y avoir un maintien dans l'emploi, que ce soit avec un aménagement du poste de travail, donc aménagement matériel, par exemple.
Ça peut être également un aménagement du temps de travail. Il peut également y avoir maintien dans l'emploi avec changement de poste, toujours dans l'entreprise. Et dernier cas de figure, il peut y avoir maintien dans l'emploi, mais avec une réorientation professionnelle. Ensuite, une phase de mise en œuvre. Donc là, il faut effectivement appliquer les aménagements du poste de travail, aménager le poste de travail. Il peut y avoir une réorganisation du travail en soi, ou une aide technique, une aide humaine qui vient aider le salarié. Il peut également y avoir aménagement d'un autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe, suite à un reclassement par exemple. Il peut également y avoir un bilan de compétences. Le salarié peut réaliser un bilan de compétences ou faire des formations pour pouvoir occuper un nouveau poste. Ensuite, dernière étape, et pas des moindres, l'évaluation. Donc cette évaluation elle est très importante puisqu'il y a un suivi des actions mises en place. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement voir si les aménagements qui ont été effectués, que ce soit du matériel, l'aménagement du temps de travail, une réorientation, etc., voir si effectivement cela a un effet sur la santé du salarié, s'il se sent mieux dans son travail et si cela ne pose pas de souci par rapport à sa pathologie ou à ses problèmes à venir. Donc pour exposer un petit peu tout ça, nous avons décidé de vous présenter un cas concret. Donc, il s'agit d'un salarié d'une entreprise de chaudronnerie aéronautique. Donc, c'est un monsieur qui a 56 ans, qui occupe un poste de responsable de production et d'attaché commercial. Donc, il a une partie en entreprise, au bureau, et puis une partie de son activité aussi où il effectue beaucoup de déplacements dans toute la France. Sa pathologie est située au niveau du dos, donc il souffre de lombalgie, et il a été arrêté en janvier 2019, fin janvier 2019. Pour reprendre un petit peu la chronologie des différentes actions qui ont été menées. Donc, il a été arrêté en janvier 2019. En juin 2019, il est convoqué devant le médecin conseil de la CARSAT. Ce médecin conseil l'oriente vers le médecin du travail pour effectuer une visite de pré-reprise. Une première visite de pré-reprise est donc réalisée mi-juin 2019. Lors de cette visite, le médecin du travail préconise une reprise du travail à temps partiel thérapeutique avec un aménagement du poste de travail. Pour aider l'entreprise à aménager ce poste, il va demander l'intervention d'un ergonome du service, après, bien sûr, avoir eu l'aval de l'entreprise et avoir informé le salarié. En parallèle, il va orienter le salarié vers la MDPH pour faire une reconnaissance de travailleur handicapé. À l'été 2019, l'ergonome réalise l'étude de poste, rédige le compte-rendu d'intervention, il l'envoie à l'employeur. Donc, dans ce compte-rendu, il y a les préconisations d'aménagement pour maintenir le salarié en emploi. Et l'entreprise a pris contact avec Cap Emploi. En septembre 2019, nouvelle visite de pré-reprise avec le médecin du travail. Il y a également mise en place d'un essai encadré sur 2 demi-journées. Alors, un essai encadré, cet essai, il a permis, pendant l'arrêt de travail du salarié, ça lui a permis d'aller sur son poste de travail, donc en entreprise, pouvoir tester le matériel qui avait été fourni prêté par un fournisseur, et puis de pouvoir tester si cela convenait, si cela réglait la problématique. Donc, lors de ces 2 demi-journées, le salarié a pu essayer le matériel et a validé les équipements, et l'employeur a également validé. En octobre 2019, le salarié a pu reprendre son travail en temps partiel thérapeutique. Son poste a été modifié, donc il a été aménagé, on le verra tout à l'heure, et puis il a été modifié dans son intitulé, puisque maintenant il est responsable de production et commercial sédentaire. Donc il n'y a plus ces déplacements dans toute la France qui pouvaient effectivement aggraver sa pathologie. Et en janvier 2020, il a repris son travail à temps plein. Concernant les différents aménagements qui ont été réalisés à son poste de bureau, donc on vous a mis une petite photo avec toutes les préconisations et tout le matériel qui a été mis en place. Donc, il y a tout d'abord un bureau à hauteur variable électriquement, donc ce qui pouvait permettre aux salariés de travailler aussi bien en position assise que debout, donc ce qui permettait de le soulager. Il y a eu également un siège ergonomique qui a été acheté. Donc, ce siège a de nombreux réglages, est adapté à sa pathologie et puis
il permet effectivement d'un meilleur confort aussi en position assise. Il y a également un repose-pied. Un porte-document coulissant qui est placé entre le clavier et l'écran. Une souris verticale. Et puis pour terminer, l'écran a été positionné sur un bras orientable, ce qui permet d'orienter, comme son nom l'indique, l'écran comme cela est plus confortable pour le salarié. Et ce bras est fixé au plan de travail, ce qui permet de pouvoir adapter la hauteur en fonction de la position de travail du salarié, que ce soit assis ou debout. Donc voilà, pour l'aménagement concret du poste de travail. Et puis, nous allons maintenant vous proposer 2 vidéos. Donc, ce sont des vidéos de témoignages du salarié et de l'employeur. Manipulation à faire. Suite à l'arrêt de travail, il y a eu un aménagement de poste de réaliser avec essai du matériel. Ça reste, disons que ça permet de se rendre compte de la position sur le matériel, mais pas vraiment de se rendre compte sur la durée de ce que ça donne. Donc il n'y a vraiment qu'à la reprise du travail qu'on peut voir vraiment ce que ça donne par rapport à la pathologie de chacun. Moi personnellement ça me convient parce qu'il y a justement cette fonction, cette possibilité de changer de position à volonté qui améliore grandement le poste de travail. Du coup, Monsieur Mardeau, vous repreniez après combien de semaines ou de mois à la louche d'arrêt de travail? Donc après 8 mois d'arrêt, donc reprise à mi-temps. C'est vrai qu'après un long arrêt comme ça, on perd un peu le fil et il faut s'y remettre. Et en fait, c'est très bien de pouvoir reprendre à mi-temps parce que justement, ça permet de se remettre dans le bain doucement et pas d'avoir un, entre guillemets, coup de massue sur la tête. Parce que, bon, arrivé à un certain âge, on perd vite le fil. Voilà. Oui, et puis c'est normal en fait. On dit bien que les arrêts de travail au-delà de 3-4 mois, après la reprise est difficile. Là, moi personnellement, j'avais très rarement été arrêté et c'est vrai que c'est bizarre. C'est là qu'on se rend compte que c'est vrai que c'est compliqué. J'ai eu un salarié qui a été arrêté 8 mois suite à des problèmes de dos. Son poste a été aménagé par la suite. Il a pu reprendre à mi-temps. Grâce à du matériel économique, cela lui a permis de reprendre une activité à temps complet. Et ça s'est bien passé. À ce jour, le salarié a repris et il n'y a aucun problème particulier. Donc, pendant que Virginie reprend le cours de la présentation, on va vous soumettre 3 questions dans un petit sondage, si vous voulez bien y répondre. Alors, on voit une. La suivante. Et voilà. Voilà, donc suite à ces témoignages, donc juste pour faire un petit point des suites pour le salarié à ce jour, donc il occupe toujours son poste de travail, donc 2 ans après l'étude qui a été réalisée. Il a été arrêté de nouveau plusieurs fois, mais pour des motifs liés à sa pathologie. Et cette fois-ci, ce sont des arrêts courts, donc ça lui permet quand même de pouvoir continuer à travailler avec sa pathologie qui est toujours là, mais voilà, il a un confort de travail plus appréciable. Donc voilà pour cette petite présentation. On va passer aux questions, juste simplement pour vous préciser en fin de présentation. Donc cette présentation et puis le replay seront disponibles prochainement sur notre site internet. En fin de diaporama, on vous indiquer nos coordonnées. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement. Ou bien sûr, vous pouvez référer à votre médecin du travail, infirmière, santé au travail. Alors, on a eu assez peu de questions. Une sur la reprise après un mi-temps thérapeutique. Doit-on faire une demande de visite de reprise après un mi-temps thérapeutique? Oui, il faut faire une visite de reprise lorsque le salarié
reprend son travail en mi-temps thérapeutique et en principe, il faut non, c'est pas en principe, il faut refaire une visite quand le salarié reprend à plein temps. Donc, voilà, par contre, si au cours du temps partiel thérapeutique, le salarié augmente petit à petit son temps de travail, on ne va pas le revoir à chaque fois qu'il augmente son temps de travail. On va le voir au début de la reprise à temps partiel thérapeutique et à la fin quand il reprend à temps plein. Mais on ne va pas s'il augmente de 10% tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, on ne va pas le voir à chaque fois qu'il augmente son temps de travail. Donc, c'était la deuxième question. Voilà, Dr Sapin y a répondu plus vite. Et puis, on a eu une question aussi sur le document unique. Est-ce que c'est, lors d'un conseil pour réaliser le document unique, est-ce que c'est payant? Donc, j'ai dit que non. Hein, ça fait partie des interventions prévues dans la cotisation. Et la demande, par contre, doit être faite auprès du médecin du travail. Voilà. Et là, on nous demandait de réafficher les coordonnées. Voilà, c'est pour ça que je me suis permise de les mettre du coup. Mais oui, c'est vrai que nos interventions dans le cadre du document unique, là, c'est le pôle prévention, un membre de l'équipe pluridisciplinaire qui peut intervenir. Et donc, vous conseillez, il n'y a pas de surcoût à cette intervention. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle question. Oui, c'est le conseil. Quels sont les avantages pour un salarié d'être reconnu travailleur handicapé par la MDPH? Donc, les avantages pour le salarié. Les avantages pour le salarié, ça va c'est ce qu'on vous a expliqué tout au long de la présentation. Ça permet d'adapter son poste de travail. Alors, effectivement, c'est souvent l'employeur qui va bénéficier des financements pour l'achat du matériel. Mais après, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir aussi des financements pour les prothèses auditives et des financements pour les coûts de transport et tout ça. Après, j'allais dire, quelque part, c'est donnant-donnant. La reconnaissance travailleur handicapé, elle permet l'aménagement du poste de travail et quelque part, elle valide aussi cet aménagement. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les salariés ne souhaitent pas dire à leur employeur ou ni même aux médecins du travail qu'ils sont reconnus travailleurs handicapés parce qu'il y a encore souvent des médecins généralistes ou des médecins spécialistes qui leur disent qu'il ne faut surtout pas le dire parce qu'ils risquent de perdre leur emploi. Mais bon, en principe, ce n'est pas la réalité. Je n'ai plus de questions pour l'instant. On va attendre quelques instants, voir s'il y a d'autres questions. Mais, en tout cas, on espère avoir répondu à vos attentes et répondu à vos questions vis-à-vis de ce webinaire, ce thème. En sachant que les documents et le webinaire seront à disposition sur le site internet de la ISMT. Écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.